Comme un miroir, la situation en Ukraine reflète ce qui se passe et ce qui s'est passé à travers le monde au cours des dernières décennies. Après la dissolution de la bipolarité sur la planète, nous n'avons plus de stabilité. Les principales institutions internationales ne se renforcent pas, au contraire, elles se dégradent, tristement. Nos partenaires occidentaux menés par les États-Unis ne sont pas guidés par le droit international dans leurs pratiques, mais par la règle du fusil. Ils en sont venus à croire en leur exclusivité, à leur exceptionnalisme, qu'ils peuvent décider des destinées du monde et qu'eux seuls peuvent avoir raison. Ils essaient constamment de nous balayer dans un coin car nous avons une position indépendante, parce que nous la maintenons, parce que nous appelons les choses telles qu'elles sont et que nous refusons de pratiquer l'hypocrisie. Mais il y a une limite à tout. Et avec l'Ukraine, nos partenaires occidentaux ont franchi la ligne. Ils ont joué à l'ours et agi de manière irresponsable et non professionnelle. Et si vous poussez un ressort jusqu'à sa limite, il finira par reprendre sa place avec force. Vous devez toujours vous en souvenir. Cette vidéo est en collaboration avec CyberGhost VPN, qui sont les leaders mondiaux de l'industrie de la sécurité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs, 5 étoiles sur Trustpilot, et également l'un des VPN les plus recommandés sur de nombreux sites spécialisés comme Clubic ou le Journal du Geek. Un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers ou les sites malveillants, c'est d'utiliser un VPN, un réseau virtuel privé. Avec CyberGhost VPN, l'interface est facile et toute votre activité sur Internet passe par un tunnel VPN sécurisé, ce qui veut dire que votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Si vous utilisez un réseau public non sécurisé, vos informations personnelles, votre adresse IP et toutes vos données seront protégées. Mais en plus, CyberGhost VPN vous permet d'accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 35 plateformes de streaming, notamment Netflix, Disney+, Amazon Prime et plus encore. Le Netflix américain a 40% plus de contenu que le Netflix français. CyberGhost vous permet donc d'y accéder sans limite. CyberGhost a une politique claire de transparence et ne collecte ou ne partage aucune de vos données. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez plusieurs appareils, eh bien un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Et vous pouvez même le partager avec des gens de votre entourage, puisque ça fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac, Android, iOS, peu importe. Finalement, il y a une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, ainsi qu'un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a donc aucun risque à l'essayer, puisque si vous le désirez, vous serez remboursé. Si vous êtes intéressé, CyberGhost vous offre une réduction de 85% sur votre abonnement. Ça revient donc à 1,84 € par mois ou 2,65 $ avec un bonus de 4 mois gratuits. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de 7 jours sur Terre. Comme vous le savez, la situation en Ukraine est extrêmement volatile et les choses évoluent littéralement d'heure en heure. Il serait donc futile pour nous de s'attarder au développement individuel sur le terrain. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la question fondamentale, celle que plusieurs se posent actuellement. Mais qu'est-ce que veut la Russie? Au moment où on se parle, l'Ukraine est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc essayons de prendre un peu de recul pour mieux comprendre la posture, la position ainsi que les ambitions finales de la Russie. D'abord pour l'Ukraine, mais aussi pour elle-même, ainsi que pour le reste du monde. Depuis son arrivée au pouvoir, Poutine est perçu comme l'un des acteurs les plus fascinants de la scène internationale. On en parle un peu comme un mystère, une énigme. On le présente comme un être imprévisible et difficile à lire. Et pourtant, c'est tout le contraire. Les intentions de Poutine pour la Russie sont très claires. Il suffit de regarder la situation géopolitique à l'échelle mondiale pour bien comprendre ce qui est en train de se produire. Au cours de nos 3 dernières vidéos sur la question, nous avons exposé les raisons du conflit en Ukraine, les options tactiques de Poutine et finalement le rapprochement entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui, on va discuter des intentions réelles de la Russie, de ses objectifs à long terme, de sa stratégie au niveau géopolitique, ainsi que des raisons fondamentales qui l'ont mené à poursuivre une telle stratégie. Mais d'abord, pour bien comprendre, il faut remonter à la fin des années 1970. Le monde est alors au beau milieu de la guerre froide. Le niveau de vie des Soviétiques s'améliore. L'URSS est au pic de son influence avec des alliés, des partenaires et des États satellites un peu partout à travers le monde. Bien sûr, la relation avec les États-Unis est alors tendue et hostile. Elle repose tout de même sur une forme d'équilibre, basée essentiellement sur la notion de sphère d'influence. En gros, l'URSS représente le bloc de l'Est avec des pays communistes ou tout simplement qui refusent de s'aligner avec l'Occident. De l'autre, vous avez les États-Unis ainsi que leurs alliés qui mènent la lutte contre le communisme et tentent à tout prix de contenir le bloc de l'Est afin d'en freiner la progression. Alors que Washington peut compter sur l'alliance militaire de l'OTAN, Moscou, elle, peut compter sur une alliance équivalente, soit le pacte de Varsovie.
À ce moment, le rapport de force est relativement équilibré et on parle donc d'un monde bipolaire, donc avec deux grandes puissances qui agissent chacune comme un pôle géopolitique à part entière. C'est une rivalité qui stimule la compétition, mais aussi qui force les États-Unis ainsi que l'Occident à mettre un peu d'eau dans leur vin en matière de politique internationale. Après tout, l'existence d'une alternative crédible à l'Occident permet aux pays du monde entier non seulement de choisir leur camp, mais encore plus, de négocier leur allégeance en fonction des intérêts fondamentaux de l'État. Si Washington refuse de vous vendre des armes, il y a toujours l'URSS. Si les Américains menacent de renverser votre gouvernement ou de nuire à vos intérêts, eh bien encore une fois, les Soviétiques peuvent vous aider. Pensez à Cuba, au Nicaragua, au Venezuela ou à l'Iran. Ce ne sont que quelques exemples qui illustraient bien la puissance et l'importance du contrepoids soviétique dans un monde bipolaire. Les petits pays peuvent alors résister face à Washington et même face à Moscou, puisque dans les deux cas, ils peuvent compter sur un appui quasi symétrique de la part de la puissance rivale. Chaque action entraîne une réaction. Et même si ça peut sembler paradoxal ou contre-intuitif, cette parité relative entre l'URSS et l'Occident était globalement bénéfique pour l'ordre mondial. D'abord, elle garantissait qu'aucune puissance ne s'installe dans une posture dominante, lui permettant potentiellement d'abuser de son influence, mais surtout, elle permettait à Moscou et Washington de repousser leurs propres frontières militaires en installant une sphère d'influence de manière à créer une zone tampon face à l'ennemi. Avec l'OTAN et le pacte de Varsovie, la potentielle ligne de contact militaire se trouvait à plus de 1600 km de la capitale soviétique, ce qui permettait à la Russie de souffler un peu, puisque dans l'éventualité d'un conflit militaire, elle aurait eu suffisamment d'espace pour briser une invasion avant qu'elle n'atteigne le cœur de la Russie. À travers les siècles, le territoire russe fut envahi à de nombreuses occasions, notamment via l'Europe par Hitler et Napoléon, via le Caucase par les Ottomans, ou encore à travers l'Asie par Gengis Khan. À chaque fois, les armées ennemies se sont introduites profondément à l'intérieur des plaines de la Russie pour carrément frapper aux portes de Moscou. Les frontières de la Russie sont si vastes qu'elles sont pratiquement impossibles à défendre autrement que par la configuration d'une sphère d'influence, en s'entourant d'un harem d'États satellites. La Russie peut protéger ses frontières par la voie de l'influence plutôt que de la violence. Pour les États-Unis, il est facile de renoncer à la logique des sphères d'influence. Le continent américain est isolé par deux océans, le rendant virtuellement impossible à envahir de toute manière. La Russie, elle, a plus que deux voisins à ses frontières. Elle en a 14. Conséquemment, les notions de sphère d'influence et d'espace tampon sont essentielles à la défense nationale. Or, tout ça s'est effondré avec la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS. Les républiques tampons se sont séparées les unes après les autres et la Russie a connu une période de profonde instabilité. Le niveau de vie s'est écroulé. Les États-Unis ont émergé comme une superpuissance hégémonique et en conséquence, c'est aussi l'ordre mondial bipolaire qui s'est effondré. Pendant des années donc, presque personne ne pouvait sérieusement tenir tête à Washington. Les années 90 et le début des années 2000 auront été le pic de la domination américaine sur le système international. Sans aucun contrepoids crédible à leur influence, les Américains ont agi en rois du monde, investis d'une confiance qui, selon certains, frôlait parfois l'arrogance, notamment à travers la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international. L'influence américaine se déploie à l'intérieur des anciennes républiques soviétiques qui cherchent encore un moyen de se relever après l'éclatement de l'URSS. Pire encore pour la Russie. Non seulement l'OTAN continue à exister, mais l'alliance s'étend de plus en plus vers l'Est, pour inclure de nouveaux membres dont plusieurs anciens pays de la sphère d'influence soviétique, tels que la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie, les pays baltes et plusieurs autres. Pour le président Vladimir Poutine, qui arrive au pouvoir au début de l'an 2000, le portrait stratégique est alors un véritable désastre. Il déplore la fin de l'équilibre et croit profondément que le monde est moins stable et que les États sont moins libres dans un système dominé par une seule puissance. En fait, il va beaucoup plus loin et déclare publiquement que la chute de l'URSS constitue la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Ce que Poutine dénonce n'est pas la fin du communisme, mais bien la fin de la bipolarité.
et l'état d'assiègement sous lequel il affirme que la Russie se trouve aujourd'hui. En incluant au sein de l'OTAN des pays voisins de la Russie, les États-Unis ont poussé Moscou dans un coin et porté la ligne de feu potentielle directement sur la frontière russe. Pour Poutine, aussi bien dire que la Russie a un couteau sous la gorge, un fusil sur la tempe. Il faut briser ce carcan, et vite. Et c'est là qu'on répond finalement à notre question originale. Qu'est-ce que veut la Russie? Bien, quand on prend tout ça en compte, on réalise que c'est en fait très simple. Poutine veut reculer l'horloge stratégique pour revenir au pic de l'influence soviétique dans un monde multipolaire. Pour ce faire, il doit reconstruire les grands piliers géopolitiques de l'URSS, courtiser les anciens alliés et reconstituer une sphère d'influence autour de la Russie. La tâche est énorme. Mais dès son entrée au pouvoir, Poutine s'y attelle. Aujourd'hui, en prenant beaucoup d'attitude et en examinant le portrait global, on constate que le grand jeu de Poutine est vraisemblablement bien amorcé. D'abord, vous avez les pays d'Asie centrale que Poutine a ramenés sous la tutelle russe par la voie de plusieurs ententes vitales en matière d'énergie, d'économie et de sécurité. Non seulement la Russie est un partenaire commercial essentiel pour les pays de la région, mais elle offre aussi un contrepoids à la Chine et à son influence grandissante. Lorsque des manifestations ont éclaté au Kazakhstan il y a quelques mois, c'est l'armée russe qui est intervenue à la demande du gouvernement kazakh. Si on se déplace en Mongolie, le portrait est similaire. Dès son arrivée, Poutine s'est assuré de tisser des relations productives avec le gouvernement mongol. Il consacre à la Mongolie une de ses premières visites officielles en tant que chef d'État. Il offre à la Mongolie un rabais sur l'énergie russe et supprime pas moins de 98% de la dette nationale envers la Russie. Le pari s'avère payant. Aujourd'hui, la Mongolie est largement alignée avec Moscou et a même autorisé la construction de 2 énormes gazoducs à travers son territoire afin d'approvisionner la Chine en gaz naturel. Si on poursuit vers l'ouest, vous avez la Biélorussie qui planifie depuis des années de rejoindre formellement la Russie pour former le fameux État-Union. Le président Loukachenko est lourdement dépendant de Poutine. Des dizaines de milliers de troupes russes sont positionnées en Biélorussie pour une durée indéterminée. Tout indique qu'elles y seront déployées de manière quasi permanente. Ailleurs dans le monde, on pourrait évoquer de nombreux exemples d'anciens alliés soviétiques que Poutine courtise afin de reconstruire les grandes assises géopolitiques de l'URSS. Pensons à Cuba, au Nicaragua, à l'Iran, au Venezuela, à la Syrie ou même à la Corée du Nord. En Syrie, Poutine a pardonné 73% de la dette du pays, soit plus de 9,6 milliards, afin de consolider la position stratégique de la Russie sur la mer Noire. Peu de temps après, le gouvernement syrien a autorisé l'expansion de la base navale de Tartou et renouvelé le bail de la Russie jusqu'en 2066. Depuis, la relation s'est approfondie et Poutine est le principal allié de Bachar al-Assad. Le Nicaragua, de son côté, fut parmi les premiers pays à reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie et le deuxième à reconnaître l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie suite à l'intervention de la Russie. Au Venezuela, la relation est encore plus développée et la Russie est le principal allié géopolitique. Pourquoi? Quel est l'intérêt de la Russie, non communiste, non soviétique, à soutenir un État aussi lointain que le Venezuela? En 2008, quelques mois après l'invasion de la Géorgie par la Russie, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela a répondu clairement à cette question. Le monde unipolaire s'effondre et tire à sa fin dans tous les aspects, dit-il. Et l'alliance avec la Russie fait partie de cet effort pour construire un monde multipolaire. Ce fameux ministre des Affaires étrangères, c'est un certain Nicolás Maduro, qui succède à Hugo Chavez en 2013. La relation de la Russie avec plusieurs pays est donc une tentative avouée de briser l'ordre mondial unipolaire dénoncé si souvent par Poutine. À Cuba, c'est la même chose. Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, les relations entre les deux pays se sont approfondies pour rapidement prendre une dimension stratégique, exactement comme à l'époque de l'URSS. Encore une fois, lorsque la Russie a envahi la Géorgie, Cuba a appuyé fortement la position russe et fait pareil en 2014, après l'annexion de la Crimée. Quelques mois plus tard, Poutine se rend personnellement à Cuba pour annoncer le pardon immédiat de plus de 90% de la dette cubaine envers la Russie, un véritable cadeau de 32 milliards de dollars. Lorsque la crise actuelle en Ukraine s'est intensifiée, la Russie a fortement sous-entendu qu'elle pourrait éventuellement déployer des troupes à Cuba ainsi qu'au Venezuela.
On pourrait continuer toute la journée, évoquer la Corée du Nord, l'influence russe en Afrique ou encore l'alliance avec l'Iran. Il suffit d'un peu de recul pour comprendre que tout est intimement connecté et que les 20 dernières années de politique étrangère de la Russie, l'entièreté du règne de Vladimir Poutine, ont eu pour principal objectif de revenir à un monde multipolaire en rétablissant l'essentiel des assises stratégiques de la guerre froide, l'exportation d'énergie, la vente d'armes, la guerre hybride, la sphère d'influence. Ce qui nous amène donc à la situation actuelle. Ce qu'on observe aujourd'hui en Ukraine est tout à fait compatible avec la stratégie globale de Poutine. Il considère l'Ukraine comme une zone tampon essentielle entre l'OTAN et la Russie. L'article 5 du traité de l'OTAN promet que tous les alliés sont mobilisés dans le cas d'une attaque contre un membre de l'Alliance. Ainsi, Poutine considère qu'un pays de l'OTAN à ses frontières augmente directement et irresponsablement le potentiel d'une guerre totale entre la Russie et tous les pays de l'OTAN, un scénario absolument cauchemardesque pour l'humanité. En fait, c'est aussi pourquoi, au moment où on se parle, Poutine exige le retrait des troupes de l'OTAN positionnées dans les pays baltes, le long de la frontière russe. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Mais quand on prend le tout dans son ensemble, on identifie l'enjeu réel. Encore et toujours, c'est l'équilibre. Malgré le discours ambiant, Poutine maintient publiquement qu'il ne veut ni annexer les républiques séparatistes, ni occuper le territoire ukrainien. Or, la situation sur le terrain dit autrement. Au moment d'enregistrer cette émission, les troupes russes avancent rapidement vers la capitale et les services de renseignement occidentaux estiment que Kiev pourrait tomber au cours des prochaines heures. Ils affirment en coulisses que l'armée ukrainienne se bat de manière désorganisée et que l'assaut russe, lui, est méthodique. Ce que Poutine entendait par démilitarisation et dénazification de l'Ukraine est maintenant clair. Il veut encercler l'armée ukrainienne, la forcer à se rendre, puis décapiter le gouvernement ukrainien, afin de le remplacer avec un nouveau pouvoir plus favorable à la Russie. Dans l'esprit de Poutine, un coup d'État pour renverser l'allégeance de l'Ukraine ne serait rien de plus qu'un retour d'ascenseur pour la révolution de Maïdan en 2014, lorsque l'Occident a fait tomber le président pro-russe, Viktor Yanukovych. Est-ce que les actions du Kremlin sont justifiées? À vous de le déterminer. Une chose est sûre, les conséquences seront profondes et la crise actuelle marque un point tournant dans l'histoire de l'Europe, peut-être même dans l'histoire du monde. Poutine veut le retour à l'équilibre géopolitique de la guerre froide et la fin de l'ordre mondial unipolaire, pour le meilleur et pour le pire. Et d'une manière, il a presque déjà réussi. Au cours des 20 dernières années, la Russie a récupéré l'essentiel de son portefeuille stratégique et à plusieurs égards, la montée de la Chine et de son propre réseau d'influence marque en soi la fin de l'ordre mondial, dominé par l'Occident. Ce qui reste à régler pour Poutine, c'est donc l'Ukraine et la position de l'OTAN en Europe de l'Est. C'est la clé finale de son héritage, le dernier morceau du casse-tête. Va-t-il réussir ou plonger la Russie dans une décennie d'instabilité? Les prochaines semaines seront déterminantes. Merci d'avoir été là et merci à CyberGhost VPN de nous avoir appuyés aujourd'hui. Pour en apprendre plus ou pour profiter de l'offre, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.